Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire assez particulière qui sort vraiment des sentiers battus de l'enquête paranormale classique. On parle d'une expédition punitive. Oui, tout à fait. Mené par un duo français assez iconoclaste, on peut dire, Michel et son pote. Et là, on n'est pas dans la chasse aux fantômes habituelle, pas du tout. Non, c'est clair. L'idée, c'est une intervention ciblée, presque, une opération commando, contre une entité précise, Eugène Pistachot, c'est ça? Exactement, Eugène Pistachot. Et les accusations sont, comment dire, assez sordides. On parle de sévices sur animaux. C'est un angle très spécifique et plutôt rare dans ce milieu, il faut le dire. Hmm. Et pour décortiquer tout ça, on a deux documents principaux sous la main. D'abord, un article qui nous a interpellés, paru dans la revue Flip Occulte. Ah oui, cette fameuse revue. L'article est signé Alain Tourloupe, daté du 12 septembre 2025. Et ce qui est frappant, c'est que l'article insiste sur l'authenticité de l'enquête. Il parle de validation par des instances spécialisées et affirme qu'aucun trucage n'a été détecté. Bon, l'expression instance spécialisée reste un peu floue, hein, on est d'accord, mais ça pose d'emblée une sorte de caution de sérieux. Tout à fait. Et cette caution, on va la confronter à notre deuxième source. C'est la retranscription d'une vidéo YouTube. Oui, une vidéo de juin 2021 tirée de leur chaîne Michel et son pote explorateur de l'occulte. Le titre est assez évocateur. Un fantôme de perruche, enfin soulagé, Avec 3 points d'exclamation, s'il vous plaît. bien sûr. Et c'est une chaîne qui a son public, hein, une communauté assez engagée, semble-t-il. Donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer cette expédition punitive, comment elle s'y prennent, Michel et son pote, qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur place, et surtout ce dénouement explosif, on nous dit. C'est ça. On va essayer de comprendre ce qui rend ces chasseurs de spiritueux si particuliers et ce que leur démarche un peu radicale peut-être nous dit. Alors justement, qui sont-ils? D'après nos sources, on les décrit comme des enquêteurs reconnus. Reconnus pour quoi, au juste? Pour leur rigueur apparemment, mais aussi leur originalité. Ce qui est clair, c'est qu'ils ne sont pas là pour observer passivement. Leur truc, c'est l'action directe, contre ce qu'ils appellent les entités néfastes. D'accord. Et leur cible ici, Eugène Pistachot, il est comment? Extrêmement néfaste, c'est le terme utilisé. Et les faits reprochés sont précis. Sévices et actes nécrophiles sur de petits animaux. C'est cru, c'est direct. Ah oui, c'est très graphique. La vidéo contient même un avertissement assez spécial pour les enfants qui regarderaient. Ça donne le ton, on va dire. Clairement, ça crée une ambiance particulière, très intense dès le départ. On n'est pas dans le mystère éthéré habituel du paranormal. Non, pas du tout. Et l'affaire se concentre autour d'une victime un peu emblématique, une perruche. Une perruche du Canada. Apparemment, on entendrait ces cris de souffrance cu dans la maison où ils interviennent. C'est ça. Son pote dit même avoir des enregistrements sonores. Et Michel ajoute un commentaire assez pragmatique. Déjà une perruche vivante, c'est chiant, mais une perruche décédée. On sent déjà le mélange, hein, l'horreur présumée des faits et ce ton très personnel, presque désinvolte parfois. Tout à fait. Et le contexte de l'intervention ajoute à l'étrangeté. C'est une maison abandonnée, mais Mais encore meublé. oui, comme si la vie s'était rareté net. Et détail intéressant, il précise qu'ils ont été mandatés Mandaté par qui? par un promoteur immobilier pour débarrasser les entités néfastes. Ça donne une tournure presque professionnelle à leur mission. Des nettoyeurs du paranormal en quelque sorte. Les exterminateurs d'entités néfastes. Bon, une mission pareille, ça demande des outils spécifiques, j'imagine. Comment ils procèdent sur le terrain? Alors, l'outil phare de Michel, c'est le fameux, accroche-toi, détecteur à impulsion gynécophonique. Gynécophonique, sérieusement? Oui, oui, le nom en lui-même est étymologie unique. C'est fascinant, ce genre de terminologie. Comment ça? Mélanger des termes qui sonnent techniques ou scientifiques, comme impulsion, phonique, avec un domaine complètement incongru, ici gynéco. D'accord. Ça crée un effet d'étrangeté immédiat, ça suggère une expertise unique, tu vois, une science parallèle, sans avoir besoin d'en faire la démonstration classique. C'est une manière de construire une autorité par le langage lui-même, en fait. Malin. Et est-ce qu'ils essayent de prouver que ça marche, ce détecteur? Justement, la première chose qu'ils trouvent avec, c'est un animal plat d'origine rongale, en gros, un rongeur écrasé. Charmant. Michel passe le détecteur dessus et le résultat est négatif. Pas de sévices, mort de sa belle mort, conclut-il. Ah d'accord. Donc l'appareil ne réagit pas quand il n'y a rien à signaler, selon eux.
Exactement. C'est une astuce narrative assez habile. En montrant d'abord un cas négatif, ça renforce la crédibilité des détections positives qui vont suivre, du moins pour ceux qui adhèrent à leur démarche. C'est comme s'ils calibraient l'outil devant la caméra. D'accord, je vois. Et après, ce rongeur? Après ça, Michel utilise son détecteur pour identifier ce qu'il appelle l'épicentre, l'endroit où les abominations, les actes barbares d'Eugène Pistacho auraient eu lieu. Et il trouve quoi, cet épicentre? Des trophées, selon leurs termes. Il s'agit de chouettes empaillées. Des chouettes empaillées. Oui. Et là, la scène devient encore plus glauque et bizarre. Michel décide d'inspecter minutieusement ce qu'il appelle l'orifice interdit de ces oiseaux naturalisés. L'orifice interdit. Des chouettes empaillées. On est loin des mesures IMF classiques, là. Ah ben oui, carrément. Et sa conclusion est sans appel. Oh, c'est sûr, elles ont subi des sévices. Son pote confirme, l'orifice a été compromis. C'est surréaliste. Et il y a même une remarque sur une chouette dont il manque la moitié de la tête. Il a dû avoir mal aux yeux. C'est très visuel, très cru dans la description de l'horreur supposée. Cette inspection quasi médico-légale sur des animaux empaillés pour prouver les crimes d'un fantôme, c'est vraiment leur marque de fabrique, on dirait. C'est ça, c'est un mélange déroutant. Enquête paranormale, investigation macabre et une mise en scène qui cherche à rendre l'invisible tangible, par des preuves pour le moins étranges. Ça repousse vraiment les limites de ce qu'on considère habituellement comme une preuve dans ce domaine. Et pour boucler la boucle, ils font le lien avec les plaintes des anciens habitants, ces fameux cris de perruche fa nuit. Oui, les enregistrements sonores dont parlait son pote servent ici de caution objective, si on peut dire. Ils sont censés corroborer ce qu'ils viennent de découvrir sur les chouettes. C'est une construction narrative assez efficace pour ce type de contenu, en fait. Tout à fait. On tisse ensemble des éléments matériels, les chouettes, le lieu, des témoignages rapportés, les voisins, et des preuves techniques ou sensorielles présumées, les enregistrements, le détecteur. Tout ça pour construire un dossier à charge contre l'entité. Chaque pièce est censée renforcer les autres. Bon, une fois le crime établi et localisé, il faut passer à l'action, la phase punitive. Comment il compte piéger cet Eugène Pistacho? Et là, on découvre un autre talent caché de Michel. La confection d'appâts. Très spécialisée. Ah oui, qu'est-ce qu'il fabrique? Un postiche de perruche du Canada. Fait maison, apparemment, pour ressembler à la victime symbolique. Avec un détail important, la queue doit être jaune pistache. Jaune pistache. Comme Pistacho. C'est subtil. On peut dire ça. L'idée d'un leurre, presque sexuel, modelé sur la victime, pour attirer une entité spectrale. C'est audacieux, pour rester poli. Et comment ils utilisent ce postiche? La mise en scène est précise. Le postiche doit être agité de façon très aguicheuse. C'est presque comique, mais c'est présenté très sérieusement dans le cadre de leur opération. Très aguicheuse. D'accord. Et ensuite? Ensuite, ils se cachent et attendent que le piège fonctionne. Cette façon de faire, ça montre comment ils voient l'entité, non? Absolument. Ça l'anthropomorphise complètement. On lui prête non seulement des intentions malveillantes, mais aussi des pulsions très humaines, très primaires, et même une certaine naïveté pour tomber dans un piège aussi théâtral. Ce n'est pas une force abstraite pour eux, c'est un Eugène, un individu, avec des faiblesses qu'on peut exploiter. Et alors? Est-ce que le piège fonctionne? Et comment? Le point culminant arrive d'un coup, une explosion. Une explosion. Oui, le postiche de perruche est littéralement pulvérisé. D'accord. C'est donc ça, la résolution de l'expédition punitive. C'est la méthode choisie en tout cas, très spectaculaire. Comme le dit son pote, l'explosion a accompli son funeste dessein. Le vocabulaire est toujours très choisi, très dramatique. Et la conséquence pour Eugène Pistacho, c'est quoi d'après eux? Alors là, c'est dit très crûment. Il se retrouve soustrait de son appendice reproducteur. Pardon, ils disent ça comme ça? Textuellement. Une sorte de castration symbolique par explosion. La punition se veut à la mesure de la perversité qu'il lui attribue. C'est très radical, c'est le moins qu'on puisse dire. Radical et théâtral, oui. Ça correspond bien à la logique punitive annoncée dès le titre de l'expédition. On n'est pas du tout dans une approche classique d'apaisement ou de communication avec l'esprit. Là, c'est neutralisation brutale et sanction. L'explosion, c'est le point final de cette démarche très particulière. Et leur conclusion, une fois l'explosion passée? Il conclut à l'unisson, de façon très directe et presque familière, et nous voilà donc débarrassés d'un Eugène qui faisait chier. Qui faisait chier? Ça tranche avec le ton parfois pseudo-scientifique ou très dramatique utilisé avant. Ça ramène à quelque chose de très terre-à-terre, finalement. C'est vrai. Mais l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Ils affirment ensuite entendre quelque chose. Ah, quoi donc?
le doux chant d'une petite perruche du Canada, qui serait, je cite, bien soulagée. Donc la victime est vengée, apaisée, mission accomplie, selon leur récit, la boucle est bouclée. Exactement. Un succès total de leur point de vue narratif. Et la vidéo se termine comment? Il y a un message final? Oui, un dernier mot de son pote. Et qu'est-ce qu'il leur dit cette fois? Allez les enfants, prenez bien soin de vous, mouchez-vous et respectez les conventions de Genève. Respecter les conventions de Genève. Après une castration de fantômes par explosion. C'est là que l'absurde atteint peut-être son paroxysme. Cette injonction finale est complètement décalée, ça crée un court-circuit, on passe de sévices spectraux sur animaux au droit international humanitaire. C'est pour le moins déconcertant. waouh. Ok, récapitulons un peu tout ça. On a donc une enquête paranormale vraiment hors norme, présentée comme authentique, validée par des instances mystérieuses, selon une revue au nom déjà assez évocateur, Flipocult. Oui. Et elle cible une entité spécifique, Eugène Pistachio, accusé d'actes vraiment sordides. Les méthodes sont uniques. Le détecteur gynécophonique, L'inspection des orifices de chouettes empaillées le piège avec le postiche de perruche aguicheur. et l'explosion finale à visée punitive et castratrice. Ce qui est fascinant, c'est cette tension constante, non? Entre le sérieux qu'ils affichent, la validation, le mandat du promoteur, la rigueur qu'ils revendiquent, et puis tous ces éléments qui flirtent avec la parodie, l'absurde. Exactement. Le nom du détecteur, le postiche, l'explosion, et bien sûr cette référence finale aux conventions de Genève. Comment on peut concilier les deux? C'est la grande question que soulèvent ces documents. L'article de la revue Flipocult dit « aucun trucage détecté ». Si on prend ça au sérieux, alors on est face à une manifestation paranormale d'une bizarrerie absolue. Et à des méthodes d'intervention qui révolutionnent le domaine. Et le succès de leur chaîne YouTube suggère que ce mélange un peu étrange, ça fonctionne, que ça trouve un public. Qu'ils le prennent au premier degré ou comme un divertissement un peu transgressif. Exactement. Et ça nous amène peut-être à la réflexion finale à partager. Au-delà du côté vraiment insolite, parfois grotesque, de cette affaire Eugène Pistachio, qu'est-ce que cette documentation, la vidéo devenue virale, l'article qui la valide, nous apprend sur la façon dont le paranormal est mis en scène aujourd'hui? Oui, comment il est consommé, et parfois même comment il est légitimé dans cet écosystème numérique. Comment le spectaculaire, l'étrange, le bizarre même, peuvent devenir des gages d'authenticité pour certains publics. C'est une question intéressante. Tout à fait. Et pour aller encore un peu plus loin, cette dernière phrase sur les conventions de Genève, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. Est-ce que c'est juste une touche d'humour absurde pour finir en beauté, pour marquer les esprits, ou une manière de dire que même dans cette guerre contre des entités jugées néfastes, il y aurait des règles à respecter? Une sorte de code d'honneur paranormal. Peut-être. Ou alors, est-ce que ça souligne, par l'ironie, la démesure totale de leur entreprise? C'est une question ouverte qui laisse à réfléchir sur les frontières assez floues entre la croyance, le spectacle. De façon très détournée, un commentaire sur notre propre rapport à la violence, à la justice, même quand elle s'applique à un fantôme tortionnaire de perruche. Ça laisse songeur, quoi.